Ma nièce de 13 ans Harry. Maman dit que si tu disparaissais demain, personne ne s'en rendrait même compte. Tout en ouvrant le téléphone à 850 € que je lui avais acheté. Les 30 invités ont ri, sauf moi. J'ai hoché la tête et, en 2 clics, j'ai annulé tous les paiements, cartes, factures, abonnements. Tout a disparu. Cette nuit-là, je suis parti de la maison, j'ai coupé tout contact et je me suis évanoui, ne laissant qu'un sac à dos noir. À l'intérieur, ils ont trouvé. Maman dit que si tu disparaissais demain, personne ne s'en rendrait même compte. Ma nièce de 13 ans Harry, arrachant le plastique du téléphone à 850 € que je lui avais acheté, ses doigts délicats, mais ses mots plus tranchants qu'un couteau. Autour de nous, le salon vibrait du murmure de ma famille, une réunion de 30 voix, chacune trop forte, trop insouciante. Un gâteau d'anniversaire attendait sur la table de la cuisine, les bougies encore éteintes, mais les flammes brûlaient déjà dans ma poitrine. Ma sœur Lincé n'a même pas levé les yeux. Assise sur le canapé, scrollant sur son téléphone, elle a esquissé un petit sourire satisfait, comme celui d'un juge qui vient d'entendre le verdict qu'il attendait. Maman était dans la cuisine, remuant quelque chose, prétendant ne pas entendre, mais j'ai vu ses épaules se redresser légèrement. Une approbation silencieuse. Papa, lui, n'a même pas cherché à le cacher. Il a gloussé, levé sa bière et marmonné, eh bien, elle n'a pas tort. Les rires ont parcouru la pièce. Mes cousins ont souri, et même l'oncle Gary, qui me connaissait à peine au-delà des dîners familiaux occasionnels, a éclaté de rire dans son verre. Je suis resté là, planté comme un idiot, comme l'idiot que j'avais toujours été, celui qui payait, qui arrangeait tout, qui n'était jamais assez. Merci pour le téléphone, tonton, a chantonné ma nièce, déjà penchée vers sa mère, son attention fixée sur l'écran lumineux. Je l'ai regardé, mon cœur battant trop fort, mon visage trop chaud, et soudain, la pièce m'a semblé plus petite, étouffante. Mais je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête, parce que c'est ce que je faisais. Je hochais la tête, je souriais, je faisais semblant. Toujours en train de faire semblant. Lincé a enfin levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose, un éclat d'amusement, de satisfaction, comme si elle avait attendu ça, attendu que je reste là, humilié, sans voix. Bon, tout le monde, on va couper le gâteau. La voix de maman a retenti, claire et joyeuse, balayant la tension, mais le goût de tout ça est resté sur ma langue, amer et lourd. Je me suis dirigé vers la cuisine, m'appuyant sur le plan de travail pendant qu'ils se rassemblaient autour de la table. Les bougies ont été allumées, des vœux ont été faits, et moi, je regardais juste mes mains se serrer en poing. Ma mâchoire s'est crispée, et quelque part, sous la douleur, quelque chose de plus froid a commencé à éclore. J'ai senti mon téléphone dans ma poche. 2 clics rapides. Et chaque facture, chaque abonnement, chaque ligne de crédit que j'avais mise en place pour eux, pour Lincé, pour maman, pour papa a disparu. Mes doigts ont bougé sans hésiter, comme un réflexe, une décision que je ne savais même pas que je prenais jusqu'à ce qu'elle soit faite. Disparu. Comme ça. Les voix se sont estompées en un murmure lointain. La pièce s'est mise à tourner autour de moi, un océan de visages familiers qui, soudain, semblaient être ceux d'étrangers. Ils riaient, fêtaient, et moi, je n'étais plus là. Non, j'étais vraiment un fantôme avec un portefeuille, mais plus maintenant. Je suis sorti sans dire au revoir. Personne ne l'a remarqué. Bien sûr que non. Ma nièce avait raison sur une chose cette nuit-là. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à mon appartement, j'ai rassemblé quelques affaires essentielles dans un petit sac de voyage, puis je me suis retourné. Le sac à dos noir était vieux, presque oublié dans un coin de mon placard. Mais cette nuit-là, il avait un but. Je l'ai rempli, mais pas avec mes affaires, pas avec ce qu'ils auraient attendu. Et puis je suis revenu. La maison était toujours un chaos bruyant. Personne n'a remarqué que je me suis glissé à l'intérieur, que j'ai traversé le couloir et laissé le sac à dos près des escaliers. Et puis je suis parti. Vraiment parti. Quand ils s'en rendraient compte, je ne serais plus qu'une ombre. Mais dans ce sac à dos, qu'ils le trouvent, qu'ils essaient de comprendre. Le silence n'a pas duré longtemps. J'attendais la panique, la colère, mais ce que j'ai eu, c'était une explosion. Tout a commencé le lendemain matin. Je me suis réveillé au son de coups à la porte de mon appartement. Pas d'appel téléphonique, pas de coups polis,
juste des poings martelant le bois. Ouvre. Tu crois que tu peux faire ça comme ça? La voix de papa, forte, furieuse. Je suis resté silencieux, regardant la porte trembler comme si elle allait sortir de ses gonds. Je sais que t'es là. Tu te crois malin? Tu te crois meilleur que nous? Sa voix se brisait, pas seulement de rage, mais de quelque chose d'autre, de la peur. Je suis resté silencieux. Je n'allais pas jouer à ce jeu. Finalement, les coups ont cessé. J'ai entendu ses pas lourds s'éloigner, une malédiction étouffée, et le claquement de la portière de sa voiture. Mais ce n'était pas fini, loin de là. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de maman, une seule ligne: comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, c'était Lincé. Cette fois, un appel. J'ai vu son nom clignoter sur l'écran et je l'ai laissé sonner. Puis un autre, et encore un autre. 6 appels d'affilée. Enfin, un message: tu te crois malin? Tu crois qu'on ne peut pas vivre sans toi? Parfait. Voyons combien de temps tu tiens sans une famille. Je l'ai lu et j'ai souri. C'était censé être une menace ou une promesse, mais la vraie tempête est arrivée ce soir-là. Je sortais à peine de la douche quand j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Je me suis figé. Personne ne devrait avoir la clé de mon appartement. Personne. Pourtant, la porte s'est ouverte en grand. Papa a fait irruption, le visage rouge, de la sueur perlant sur son front, et maman juste derrière, les yeux écarquillés, frénétiques. Tu crois que tu peux me tenir à l'écart, a hurlé papa. Sortez, ai-je dit, ma voix calme mais froide. Sortez. C'est ce que tu es devenu? La voix de maman était aiguë, presque hystérique. Abandonner ta propre famille. On t'a élevé. Vous m'avez utilisé. Ai-je corrigé, m'appuyant contre le plan de travail de la cuisine, encore en train de sécher mes cheveux. C'est différent. Papa s'est avancé, son poing serré. T'es un ingrat, un fauteur de troubles. Essaie, ai-je dit, les mots sortant avant même que je ne les pense. Calme, ferme. Un défi. Sa main a tremblé, mais il n'a pas bougé. Nous savions tous les deux la vérité. Ce n'était pas un combattant, il ne l'avait jamais été. C'était un tyran qui se cachait derrière les mots qu'il criait pour masquer sa propre peur. Qu'est-ce que t'as fait? La voix de maman s'est brisée. Les cartes ne fonctionnent plus. Lincé ne peut pas payer ses factures. L'hypothèque, tout a disparu. C'est ça, ai-je hoché la tête. Tout ce que je payais, tout ce que je gérais. C'est fini. Papa a laissé échapper un rire amer, sans joie. Oh, tu te crois si puissant? Tu crois qu'on a besoin de toi? On dirait bien, ai-je haussé les épaules. Puisque vous avez fait irruption chez moi juste pour supplier. Supplier, a-t-il grogné. Tu crois qu'on supplie? Ça suffit, ai-je coupé, interrompant sa tirade. J'en ai fini. Maman a fait un pas en avant, les mains tendues. S'il te plaît, c'est ta famille. On est tout ce que t'as. Tout ce que vous avez, ai-je corrigé. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité, votre banque, votre paillasson. Le visage de papa s'est tordu. T'es un petit parasite. J'ai levé un doigt. Sortez. Maintenant. Tu peux pas faire ça, a murmuré maman, les larmes s'accumulant. C'est cruel. Cruel? J'ai ri. Cruel, c'est dire à ton fils qu'il ne vaut rien tout en dépensant son argent. Cruel, c'est m'utiliser comme un outil et rire dans mon dos. Papa a fait un autre pas en avant, mais je n'ai pas bronché. Cette fois, il s'est arrêté. Ses épaules se sont affaissées. Tu vas le regretter, a-t-il murmuré. Tu reviendras en rampant. Non. Ai-je dit, ma voix comme de l'acier. Ils sont partis, claquant la porte. Mais en écoutant leurs pas s'évanouir, je savais que ce n'était pas fini. Le lendemain, ils ont essayé une autre tactique. Lincé est apparu à mon bureau. Je l'ai vu à travers la vitre, le visage pâle, les yeux gonflés de larmes. Mon patron semblait confus, puis mal à l'aise, tandis qu'elle me faisait des signes. Je suis resté à mon bureau. Monsieur, il y a une femme ici? Ce n'est personne, ai-je dit, sans même lever les yeux. Mais elle n'est pas partie.
Je l'ai vu parler à la réceptionniste, sa voix s'élevant, ses mains tremblantes. Puis le personnel de sécurité est intervenu, la guidant vers la sortie. Je savais qu'elle reviendrait ce soir-là. Un autre coup à la porte. Mon propriétaire. Il y a un petit problème. Il se dandinait, mal à l'aise. Ta famille est en bas, ils font un scandale. Dis-leur de partir, ou j'appelle la police. Il a cligné des yeux. Mais c'est ta famille. Non. Ai-je corrigé? Plus maintenant. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils restaient là, criant, agitant les bras, jusqu'à ce que la sécurité les escorte dehors. Mais je les connaissais, je connaissais leur ténacité, et je savais que quelque part, dans cette maison que j'avais laissée derrière, il y avait un sac à dos noir qui attendait, attendant qu'ils l'ouvrent, qu'ils comprennent jusqu'où j'étais prêt à aller. Le silence n'a pas duré longtemps. Je les connaissais trop bien. Le silence n'était que le calme avant la tempête. Pendant des jours, j'ai ignoré leurs appels, leurs messages vocaux désespérés. J'ai même séché le travail, laissant le monde s'effacer pendant que je savourais la tranquillité. Mais je n'étais pas naïf. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas. Tout a commencé avec les crises de Lincé, des messages pleins de venin, me blâmant pour tout. Puis sont venus les messages vocaux larmoyants de maman, sa voix se brisant alors qu'elle me suppliait d'être le plus mature et de sauver la famille. Et puis est venu papa. Au début, c'était de la fureur, des menaces, des insultes, le bruit habituel. Mais ensuite, son ton a changé. Calme, calculateur. Une invitation. Fils, réglons ça comme des hommes. Sans drame, juste toi et moi. Il y a un match ce week-end. Notre équipe joue. Viens, on parlera. Un piège. Je l'ai senti dans mes os, mais j'ai accepté. Je le voulais, alors je suis allé. Mais quand j'ai vu les sièges vides autour de lui et le sac à dos noir serré dans ses mains, j'ai su que j'avais raison. Il ne voulait pas la paix, il voulait le contrôle. Mais je n'étais plus le même idiot qui restait dans le salon, hochant la tête et souriant. Plus maintenant. Le stade rugissait comme une bête vivante. Cris, hurlements, le fracas des pieds sur les gradins métalliques. C'était le chaos, l'endroit parfait pour étouffer des secrets. Papa m'attendait dans la section 12, rangée F, les sièges autour de lui vides, malgré le stade bondé. Il m'a vu tout de suite, faisant un signe de la main, tandis que l'autre main tenait le sac à dos noir. Mon sac à dos. Je descendis les marches, chaque pas assuré, mes yeux fixés sur lui. Il semblait excité. Un sourire tordu se dessinait sur ses lèvres, comme s'il pensait avoir gagné quelque chose. « Surpris que tu m'aies appelé », cria-t-il par-dessus le bruit en tapant sur le siège à côté de lui. « Tu as enfin décidé de parler comme homme, hein ? Parler. » Je m'installai sur le siège, sans détourner le regard du sac à dos sur ses genoux. « C'est ça, l'idée ? Oh, je crois que c'est un peu plus que ça. » Il se pencha, sa voix baissant, à peine plus forte qu'un murmure. « Tu te croyais malin, hein, à fuir, à couper les ponts. Mais tu as laissé un petit cadeau. » Ses doigts tambourinaient sur le sac. « On a trouvé ça. » Et devine quoi, génie ? On sait. Vous savez quoi ? Demandai-je, gardant ma voix aussi calme que le vent froid qui balayait le terrain. Tes secrets, tes mensonges. Tu te crois clean ? Meilleur que nous. Sa voix s'aiguisa. Tu as caché des choses. J'aurais dû m'en douter, toutes ces fois où tu jouais les saints, les sauveurs. J'ai presque ri. Ouvre-le, alors. Voyons ce que tu crois savoir. Ses yeux brillèrent, entre peur et colère. Ne joue pas. Pas besoin de l'ouvrir. Je sais déjà que tu nous as volés, manipulés, que tu faisais semblant d'être un bon fils tout en cachant ton petit trésor. Trésor. Je me calai dans le siège, sentant le métal froid contre mon dos. Le seul trésor là-dedans, c'est la vérité. La foule autour de nous explosa quand l'équipe locale marqua, mais ici, dans notre petit coin de conflit, il n'y avait que silence, tension et ses mains tremblantes sur le sac. « Tu mens » murmura-t-il. « Tu essaies de me faire douter, mais c'est fini. On va dire à tout le monde quel genre de personne tu es, comment tu as abandonné ta famille. Vas-y. » Je fis un geste vers le terrain. « Dis-le à tout le monde. Dis-leur comment j'ai payé le loyer d'Incé pendant 2 ans.
Comment j'ai couvert tes dettes quand tu as joué la moitié de ta pension? Comment j'ai acheté ce téléphone pour ta précieuse petite fille juste avant qu'elle me dise que je n'étais rien? Son visage s'assombrit. Tais-toi. Non, clarifions les choses. Papa, tu as un sac plein de preuves de tout ce que j'ai fait pour vous et de tout ce que vous avez pris. Et tu crois encore avoir l'avantage? Sa main serra le sac, ses jointures blanchies. Ne me parle pas comme ça. Je me penchai vers lui. Ma voix restait calme, mais mes yeux brûlaient. Comme le meuble sans valeur que tu m'as toujours fait sentir. Comme le portefeuille ambulant, le garçon de course. Tais-toi, cria-t-il en se levant, attirant quelques regards des rangées derrière nous. Assieds-toi. Ma voix était glaciale, et pendant un instant, je le vis. La peur dans ses yeux. Il me haïssait, mais plus encore, il craignait de perdre le contrôle. Ou quoi, força-t-il un rire, mais il était mince, désespéré. Qu'est-ce que tu vas faire? Frapper ton propre père? Tu crois que quelqu'un ici sera de ton côté? Tu crois vraiment qu'il serait du tien? Je fis un geste vers la foule, cette mère d'étrangers qui se fichait de ses vantardises. T'es juste un vieil homme en colère avec un sac plein de dettes. Et ils ne me connaissent pas, mais ils n'ont pas besoin de le faire. Son visage se tordit. Sa voix tomba dans un grognement. Toi, égoïste. Égoïste. Je souris. J'étais votre bouée de sauvetage. Et maintenant, tu te noies sans moi. Il lança un coup. Je l'avais vu venir. Sa main épaisse et tremblante visant mon visage. Mais je ne bougeais pas, je ne sciais pas. Il voulait une réaction, un scandale, une preuve que j'étais le méchant de son histoire, mais je le regardais calmement, sans cligner des yeux, et son poing s'arrêta à quelques centimètres de mon visage, tremblant. J'aurais dû te laisser dans la rue, murmura-t-il, la voix chevrotante. T'as toujours été un parasite curieux. Murmurai-je en retour, me penchant assez près pour sentir l'alcool rance dans son haleine. C'est exactement ce que je pensais de toi. Quelque chose en lui se brisa. Sa main retomba. Ses épaules s'affaissèrent. Les acclamations de la foule devinrent assourdissantes. La couverture parfaite pour l'effondrement de ce qui lui restait d'orgueil. Je tendis la main, attrapai le sac et l'arrachai de son emprise. Il ne résista même pas. Tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans? Demandai-je, assez fort pour que les gens autour entendent. Tout ce que j'ai fait pour vous, chaque centime, chaque sacrifice. Les gens commençaient à nous regarder. Certains chuchotaient, d'autres pointaient du doigt. Quelques-uns sortirent même leur téléphone. Tu veux la vérité? Je défis la fermeture du sac, en sortis une épaisse pile de papier. La voilà. Les preuves de comment je vous ai soutenu, comment j'ai payé vos factures, comment j'ai sauvé votre maison de la saisie 2 fois. Son visage devint blême. Et tu veux parler de trahison? Je me levai, brandissant les papiers. Tu m'as trahi le jour où tu m'as transformé en distributeur de billets personnels. Le jour où tu as ri quand on m'a dit que je ne valais rien. Arrête, murmura-t-il. Sa voix faible, son corps s'enfonçant dans le siège. Tu ne voulais pas un spectacle? Eh bien, le voilà. Je jetai les papiers à ses pieds, et ils s'éparpillèrent, voletant dans les gradins comme des feuilles mortes. Je me retournai, montant les escaliers, passant devant les visages qui regardaient, passant devant les murmures. Toi, tu peux pas juste partir, cria-t-il, la voix brisée. Mais je ne m'arrêtai pas, je ne regardais pas en arrière. Pour la première fois, sa voix n'avait plus d'importance. Ils n'ont jamais arrêté d'essayer. Pas au début. Le lendemain du stade, le jour où l'orgueil de papa s'est vidé sur les sièges froids en métal, mon téléphone a sonné comme une alarme. Appel après appel, les messages inondaient l'écran, accusations, supplications, menaces, un cycle de désespoir enveloppé dans leur voix familière. J'ignorais tout. Papa fut le premier à craquer. Ses appels passèrent de furieux à suppliants en quelques heures. On peut parler de ça. Il mentait. J'oublierai tout. Soyons une famille. Mais je ne répondis pas. Puis ce fut maman, ses messages dégoulinants de culpabilité. Tu nous brises le cœur. Ce n'était pas notre intention. La famille, c'est tout ce qu'on a. Je ne les lus même pas tous. Les suivis. Ces messages étaient du pur venin. T'es un lâche.
Un lâche égoïste et sans valeur. T'as tout gâché et puis, s'il te plaît, parle-moi juste. Je ne voulais pas dire ça. J'avais peur. Ne fais pas ça. Mais je l'ai fait. Silence. Ce fut ma réponse. Ce fut ma vengeance. Au début, il ne comprenait pas. Il pensait que je bluffais, que je jouais à un jeu cruel. Mais à mesure que les jours devinrent des semaines, que les factures qu'ils ignoraient s'accumulaient, que leurs amis cessaient de prendre parti, ils comprirent enfin. Ils ne pouvaient plus m'atteindre. Le propriétaire de leur maison m'appela, bégayant, essayant d'expliquer qu'il n'avait pas payé le loyer. Je lui dis que ce n'était pas mon problème. Maman m'envoya une photo de la famille assise dans le noir, une seule bougie vacillant sur la table. Il ne nous reste rien. Je la supprimai sans y jeter un second regard. Un après-midi, en rentrant du supermarché, je le vis. Papa, debout devant mon immeuble, faisant les 100 pas comme un fou. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Ce feu familier dans ses yeux avait été remplacé par autre chose. La peur. Il me vit, son visage s'illuminant d'un espoir tordu. Il courut vers moi. « Écoute, tu peux pas faire ça. T'es mon fils. » Non, je ne ralentis pas. J'étais ton portefeuille. Il se planta devant moi, la voix brisée. On t'a élevé. On t'a tout donné. Vous m'avez utilisé. Je le regardais droit dans les yeux. Et maintenant, vous n'avez rien. J'essayais de le contourner, mais sa main jaillit, attrapant mon bras. T'as pas le droit de faire ça. Sa voix était un grognement, la vieille colère remontant à la surface. Tu te crois meilleur que nous? Tu crois que tu peux juste partir? Je sais que je peux. Je dégageai mon bras et le fis. Il lança un coup, lent, faible. Je ne sciais même pas. Son poing effleura mon épaule, plus un poussé désespéré qu'un coup. Il trébucha, s'appuyant contre le mur de l'immeuble, haletant. Pathétique. Le mot m'échappa dans un murmure. Son visage se tordit. Cette rage familière brûlant. Tu reviendras en rampant. Tu le fais toujours. T'es rien sans nous. Je ris. Fort, aigu. Ça résonna dans la rue silencieuse. J'étais rien avec vous, dis-je en me retournant. Je m'éloignai. Je ne regardais pas en arrière. Cette nuit-là, je jetai mon téléphone dans le tiroir du bas de mon bureau et l'y laissé. Les messages, les appels manqués s'accumulèrent, mais ils ne pouvaient pas m'atteindre. Une semaine plus tard, je reçus une lettre par la poste, écrite à la main. Une écriture tremblante. Maman. S'il te plaît. Ton père est malade. L'Incé perd la tête. On s'effondre. T'es le seul qui peut arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Je la froissai sans lire la suite. Il s'effondrait. Bien. Parce que pour la première fois, moi, je ne m'effondrais pas. Je ne déménageais pas, je ne changeais pas de numéro, je ne me cachais pas. Je restais exactement où j'étais, mais je cessais de faire partie de leur monde, et leur monde s'écroula sans moi. Les amis d'Incé cessèrent de répondre à leurs appels. Les cousins éloignés de maman, ceux qui envoyaient des cartes de Noël polies, l'ignoraient désormais. Papa perdit encore son sang-froid au travail et fut viré. Mais je m'en fichais. Je ne regardais pas. Je vivais. Je cuisinais pour moi, je dormais en paix. Je faisais de longues promenades sans m'inquiéter des messages entrants exigeant mon temps, mon argent, ma vie. Ce n'étaient que des voix. Désormais, des fantômes que j'avais laissés derrière dans une maison en flammes. Et j'étais libre. Les mois passèrent, et le silence devint un ami. Je me réveillais quand je voulais. Je mangeais sans culpabilité. Je passais mes week-ends à explorer la ville que j'avais ignorée auparavant, savourant la liberté dans chaque moment de calme. Parfois, je me surprenais à attendre le bourdonnement familier des messages désespérés, la culpabilité étouffante, la voix frénétique exigeant que je répare leur chaos. Mais ça n'arrivait jamais. J'avais fait l'impossible. Je les avais enterrés, pas dans la terre, mais dans ma vie. Je marchais dans la rue principale par une fraîche matinée d'automne, passant devant le café où j'avais acheté des pâtisseries hors de prix pour l'anniversaire d'Incé. La boutique où j'avais dépensé une fortune en cadeaux. Le restaurant où je payais les dîners familiaux, où j'étais si généreux jusqu'à ce que je cesse de l'être. Des fantômes.
Rien que des fantômes. À l'angle, un musicien de rue jouait une mélodie lente, douloureuse. Sa voix était rauque, ses doigts dansaient sur les cordes, une voix qui ne cherchait pas à être parfaite, juste honnête. Je m'arrêtai, laissant la musique m'envelopper. Ce n'était pas une question d'amour, ni de chagrin d'amour. C'était une question de lâcher prise. Le monde bougeait autour de moi, affairé, vivant. Moi, je restais immobile, le respirant. Quand la chanson s'acheva, je jetai un billet de 20 € dans l'étui ouvert de la guitare. Le musicien hocha la tête, et je souris. Pas parce que je devais le faire, pas parce que quelqu'un l'attendait, mais parce que je le voulais. Et c'était toute la différence. Je n'avais pas besoin d'eux. Je n'en avais jamais eu besoin. Je continuais à marcher, chaque pas plus léger, chaque souffle plus facile. Alors que le soleil plongeait sous les toits, peignant le ciel d'ambre et de cramoisi, je le sentis. Une certitude silencieuse. J'étais libre.